Salut à tous et bienvenue dans Bits épisode numéro 139, j'espère que vous allez bien, je suis avec Christophe, bonsoir Christophe. Bonsoir Cédric, comment ça va bien toi aussi? Ça va très bien, on attendait que Monsieur Fontagneux resub pour commencer l'émission et il a fait pendant la boucle, c'est parfait. C'est donc une émission en mode speed ce soir. Non. Elle est automatiquement accélérée x4. Ouais. À la bouche, il faut entièrement. finir, tout bruit à la bouche. Il faut finir absolument cette émission rapidement. Bonjour, nous dit Mister SP, salut la chatroom, Xort, Marco Micro. Et pas macro micro, Floss, tout ça, Mister SP, salut à vous, ceux qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas qu'on est en direct aussi le mercredi sur Twitch, à 20h, de 20h à 21h, si vous voulez commenter cette émission avec nous. Voilà. Très bien, belle introduction. Rien d'autre à ajouter? Non. Parfait. Merci Xort du coup pour son sub de niveau 1 qui cumule 45 mois d'abonnement, rends-toi compte. Je pense que c'est l'un des plus gros abonnés de la chaîne. Après moi, qui suis à 48 mois, je crois, ou 47 mois. Plus gros? Comment tu le traites? Non, franchement, mais plus ancien. Voilà. Ah, salut Boukani, salut Nico, salut tout le monde. Bon, on a des news ce soir. Eh ouais, oui. On sent que le CES approche. Hein. Ah oui, il y a pas mal, effectivement. On commence à avoir des rumeurs, des machins. Des pré-annonces. Des pré-annonces, des annonces de pré-annonces. On vous annonce qu'on va vous annoncer quelque chose. Mais oui, voilà. Exactement. Ils sont nombreux à le faire, ouais, tout à fait. Eh oui. Mais il y a des vraies annonces qui sont là. Et il y en a qui mettent du temps à arriver, mais qui se concrétisent. C'est Microsoft, notamment, avec son nouveau navigateur Edge. Eh oui. Qui est de plus en plus en train d'approcher. Mais là, il est en RC. Et voilà. J'ai voulu l'installer sur mon ordi du boulot, en me disant, j'ai pas envie d'installer Chrome, parce que je m'en fous, je synchronise rien, tu sais, c'est vraiment, tout c'est séparé. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais laisser une chance à Edge. Sauf que c'était le Edge de base, et ça m'a fait chier. Et du coup, j'ai dit, est-ce qu'il est sorti en version finale? Toujours pas. Bon, on va attendre. Voilà. Pourquoi Edge de base? Non, mais il fonctionne bien. Pas le Chromium. Non, mais oui, mais moi, je veux la version... la dernière version. Moi, celui que j'ai sur mon ordinateur sous Windows 10, c'est pas la version... Mais tu peux l'installer à côté. Oui, mais j'ai pas envie d'installer une version RC, de devoir gérer deux trucs... J'aimerais juste qu'ils me mettent à jour l'OS et qu'ils me remplacent Edge par le nouveau. Eh bien, figure-toi que c'est parfait parce que ça sera possible à partir du 15 janvier. Et ben voilà, c'est ça que j'attends. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer. Donc voilà, donc le nouveau navigateur Microsoft Edge qui arrive, donc basé sur Chromium. Pour les petits noms, il s'appelle Edgeium aussi en interne aussi. Il va être dispo en version finale à partir du 15 janvier et il va être poussé automatiquement et de manière silencieuse par le Windows Update. Parfait, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pas avoir à m'en occuper. Ah, mais tu peux commencer à le tester avant si tu veux. Tu peux l'installer à côté pour l'instant. Voilà. Donc il va venir en remplacement effectivement du Edge actuel. L'autre il va dégager. Et il n'y aura pas le choix, la mise à jour sera forcée évidemment pour toutes les versions de Windows 10 supérieures à la 18.03. Donc c'était là après l'update de 2018. 2018 quoi. Donc là, autant dire tout le monde va l'avoir quoi. Voilà, ça va ratisser Si vous êtes sous Windows 7 comme Fontagneux, eh bien perdu. Non, c'est pas compatible. De toute façon, Windows 7 arrive en fin de vie, donc voilà, perdu. Goodbye, Marigo. Exactement. Alors par contre, évidemment, ils vont pousser fort cette mise à jour, mais ils ont prévu un package spécial pour les entreprises pour leur permettre de contrôler la diffusion de cette mise à jour. Ouais. Évidemment, comme toujours, avec des policies de déploiement, etc. Il y a en complément, tiens, je vous mets une petite capture de ce que c'est Edge version Edgeium. Il y a également un outil de migration de données, puisqu'il va pouvoir récupérer l'ensemble des données qui étaient stockées dans Edge actuel, donc l'ancienne version de Edge. Et c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'il y a plein d'autres. Une seule annonce ne vient pas seule, exactement, puisque en même temps, ils ont annoncé l'ouverture du store d'extensions, puisque il y a des extensions dans ce nouveau navigateur Edge qui seront très proches de celles qu'on peut trouver pour Chrome, mais qui sera présent dans un store à part. Donc ça va être dans le Microsoft Store, le merveilleux. Le merveilleux. Ouais, bien sûr. En fait, c'est pas le merveilleux que tu voulais dire. Ça commençait par les mêmes lettres. Ça commence presque par les mêmes lettres. Ouais. C'est ça. Ça finit pas pareil. Voilà. Donc c'est le Microsoft Store qui va porter les extensions de Chromium, et donc ils ont ouvert cette partie pour que les développeurs d'extensions du coup puissent venir publier leurs extensions dessus directement. C'est logique. Jusqu'à présent, il n'y avait que quelques extensions très classiques. Du coup, il y aura la validation, la certification de Microsoft qui dira « Vous inquiétez pas, vous pouvez l'installer, il n'y a pas de virus, c'est top ». Voilà. Il y a ça, sachant que il y a une trajectoire facile quand tu viens des extensions de Chrome, puisqu'en fait, il y a juste une petite adaptation à faire pour les publier. Il y a même des outils pour faire le bridge en fait entre les fonctionnalités Chrome et les fonctionnalités Edgeium.
pour que ça soit complètement transparent pour les développeurs d'extensions. Voilà. Sachant qu'en plus, on peut installer des extensions par des stores alternatifs. Donc tu peux cocher la fonction je veux utiliser des Je veux apps des stores verrouiller mon alternatifs. navigateur. Bah non, mais après, tu ouvres le store d'extensions Chrome, donc le Chrome 2.ch Ouais. extension, et tu peux les installer directement. Donc voilà, ça reste assez Et est-ce qu'il y a une compatible. extension pour télécharger Chrome depuis Ça serait marrant. Non, c'est le même motard, il y a pas de souci. Et c'est pas la seule annonce, puisque en complément de l'arrivée de Chrome, l'ouverture des extensions de Chrome, il y a aussi de Edge, tu vois, lapsus. Il y a aussi l'arrivée dans le canal développeur, donc il y a plusieurs canaux de publication de ce navigateur-là. Donc dans le canal Dev, qui est la dernière version qui est mise à jour tous les jours, il y a le support de ARM qui arrive. avec les nightly builds. Dans les nightly builds, tout à fait. Le support d'ARM, c'est très important, puisque ça va permettre d'utiliser ce navigateur-là sur ARM64 et donc sur les Surface Pro X. Voilà. Tous les devices qui pourraient arriver autour Les de... fameuses Surface Pro X qui sont un peu décevantes, pour le moment en tout cas. Ouais, mais tu vois, avec un navigateur comme ça, compatible ARM, tu évites la couche d'émulation, donc tu reviens dans des performances et dans une autonomie qui est acceptable. Ouais. Et ça pourrait être même encore plus intéressant pour le mobile aussi. Donc voilà, à voir. Bon, les autres trucs qui arrivent aussi, c'est les thèmes contraste fort, voilà, thèmes sombres et tout ça, et l'intégration du Dolby Vision et des vidéos 360 degrés. Et là encore, c'est intéressant puisque on peut parler de d'autres devices Microsoft comme les Windows Mixed Reality, les casques de réalité virtuelle. C'est ça. Voilà, compatibles avec. Donc voilà, ça pousse très fort sur l'arrivée bientôt en release finale de Edge, et il continue à s'enrichir en plus. C'est ça. Bon, on passe à la news. Alors, pas sur les GAFA, mais sur les HAGs. HAGs. Les HAGs, même. Les gaz, si t'avais mis dans... Ouais, ou les HAGSA, parce qu'il y Allez. a un autre derrière. On va parler de Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance pour un standard ouvert. Alors oui, c'est bizarre de voir Apple, Amazon, Google déjà main dans la main. Bon, quoique, Amazon, Apple, main dans la main en ce moment, ça va. Entre Apple Music, Apple Podcast qui vient de débarquer sur les Amazon Echo, tout ça. Puis Amazon qui a à nouveau le droit de vendre des produits Apple. Bon, on pourrait l'imaginer. Mais voir Apple s'associer avec Google et avec la Zigbee Alliance, c'est assez curieux. Alors, beaucoup d'appareils HomeKit sont Zigbee, soit avec un pont, soit avec un pont. Et non mais c'est vrai. Et donc l'idée générale derrière tout ça, c'est que pourquoi pas intégrer ce standard-là directement dans les Apple TV, dans les Amazon Fire Stick, et pas que Fire Stick d'ailleurs, Fire TV, dans les comment s'appelle, les Google Nest Mini, je sais plus comment il faut les appeler maintenant de toute façon. Ouais, je crois que c'est ça, Google Nest Mini. Google Nest Mini. Ceux qui sont en train de distribuer à qui on en veut. Exactement. De pouvoir intégrer ces protocoles-là et du coup se passer éventuellement d'un pont, par exemple, quand vous achetez une ampoule connectée type Philips Hue, il faut un pont Philips. Là, ça permettrait de se passer de ça. Et surtout, en fait, l'idée, ils vont se baser sur du Zigbee, mais ça sera différent. Parce qu'il y aura une couche d'IP qui n'existe pas aujourd'hui dans le protocole Zigbee. Je pense que je n'ai mis aucune note d'ailleurs. Je suis comme ça, moi. Je brode. Qui est en fait... Si, j'ai mis une note. Ouais, pas. Mais pourquoi moi, ça s'ouvre pas chez moi Ah bah si. Il faut que je clique sur le bon bouton. Donc, l'idée, c'est de rajouter une petite couche IP là-dessus. Pourquoi eh bien, tout simplement pour autoriser aussi, aider en l'interopérabilité, parce que c'est hyper important. Et oui. Et de deux, l'IP, c'est un truc qu'on maîtrise depuis longtemps. Ça rendrait compatible les appareils avec plein d'autres accessoires, routeurs, tout ça, en discutant via le réseau. Là, il faudrait sans doute un pont, mais et why not? Pourquoi pas sans? Ouais, mais le gros intérêt, c'est que le pont, en fait, il deviendrait routeur IP en transformant juste le transport, en fait, la couche de transport physique. En fait, c'est au lieu de passer par du Wi-Fi, ça sera un autre standard. Exactement. Un autre standard de magnétique, de communication, qui a le gros avantage d'être comment ça s'appelle, plus économe en énergie que le Wi-Fi, par exemple. Quand vous avez de la domotique en Wi-Fi, à part des prises connectées, c'est assez chaud. Ou alors on utilisait le Bluetooth jusqu'à présent, mais qui lui a un autre problème, c'est la portée. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que des constructeurs comme Elgato avaient sorti des répéteurs Eve Bluetooth par exemple, pour pouvoir faire fonctionner leurs appareils correctement avec les appareils HomeKit et tout ça. Donc c'était une vraie problématique. Et là, l'idée derrière ça, c'est qu'en gros, d'utiliser ce nouveau standard ouvert, ça irait dans le Google Weave, là, tu sais, leur protocole de communication sans fil, machin. Amazon, eux, de toute façon, aujourd'hui, ils fonctionnent qu'avec du Wi-Fi, du Bluetooth et du Zigbee sur les Echo Plus. Ouais. Voilà. Et là, ça serait de rendre en fait tout ça compatible. C'est pas mal, hein, franchement.
Donc C'est en train de devenir quand même Ouais. le sacré standard, hein, Ouais. le Zigbee. Ouais, mais tu vois, et alors, au début, je t'avoue que j'avais fait une installation en Z-Wave et quand j'ai vu le Zigbee arriver, je me suis dit non, je switch. Et j'avais switché, tout est en Zigbee quasiment chez moi. J'ai quelques capteurs Bluetooth parce qu'on me les avait envoyés et du coup, pas le choix. Mais tu vois, tous les trucs Xiaomi que j'ai à la maison et tout ça, c'est du Zigbee en fait, et ça marche très bien. Hein. Enfin bref, l'idée c'est que ça soit open source, sans royalties. Ça sera maintenu sur GitHub. Et l'objectif c'est d'avoir quand même un draft de spécification et tout ça dès la fin 2020. Donc ça va aller très très vite. À mon avis, au CES 2021, on aura les premiers appareils compatibles avec ce nouveau protocole-là. C'est assez ouf. Hein. C'est la spec. Non, on aura les drafts en fin 2020. Ouais, je pense pas que tu aies des appareils déjà compatibles en 2021. Non, les annonces CES sont pour des appareils qui sortent fin 2021. Ah, remarque. Oui, d'accord. Donc, okay. Possible. Voilà. Possible. On va avoir sans doute les premières annonces et les premiers périphériques compatibles avec ce truc-là qui vont être présentés au CES. Comme là, au CES 2020, tous les trucs qui vont être présentés sortiront qu'à la fin de l'année 2020. Oui, c'est tout au long de l'année en fait. C'est tout au long de l'année. Souvent, quand ils te présentent une télé, par exemple, au CES, elle sort qu'en fin d'année. Samsung présente ses gammes de télé, d'ailleurs, en général, elles sortent fin d'année, voire même l'année d'après, des fois. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Mais c'est cool de se dire que ça y est, il y a enfin un protocole ouvert et un vrai standard. Alors, pour le coup, ça couvre Apple, Amazon, Google, mais comme c'est ouvert, si les autres veulent s'y mettre, let's go, il n'y a pas de royalties à payer, rien. Et là, avoir un vrai système interopérable, c'est quand même cool. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, c'est un des gros freins de la domotique aujourd'hui. C'est que quand tu t'équipes avec des trucs HomeKit, bah, t'as un certain truc qui fonctionne, mais souvent c'est pas compatible avec les Google Home, donc le jour où tu changes, c'est compliqué. Ouais, il me semble aussi, Nico, ton Ikea est avec Xiaomi et fait du Zigbee, donc oui, c'est du Zigbee. Donc il n'y a pas de raison. En fait, je crois qu'Ikea fait partie de la Zigbee Alliance, donc fait partie du consortium. Là. Il y a Ikea, Legrand, NXP, c'est Semiconductor, SmartThings, mais c'est Samsung. SmartThings, voilà. Schneider Electric, Signify. Ouais. Et Legrand, c'est Netatmo en fait. Somfy, et voilà. Ouais, mais Somfy, c'est ouf. Parce que eux, pour le coup, avec leur Somfy RTS et tout ça, leur protocole bien propriétaire, se dire qu'ils vont rejoindre, rejoindre ce truc-là, c'est monstrueux en fait. C'est monstrueux. C'est un move de convergence de plein d'acteurs. Bah ouais, mais c'est génial, ça fait des années qu'on attend ça en fait, ça fait des années. Ah, t'es chaud là, ça y est, t'es parti, là, ça y est, il est content. Honnêtement, ça va complètement démocratiser le truc quoi. Espérons. Donc, bah ouais, moi j'y crois en tout cas. Donc voilà, bref. Dans la série, des trucs qui vont sortir un jour, mais pas tout de suite. C'est vrai. On revient chez Microsoft qui a fait une petite annonce surprise puisqu'ils ont révélé leur Xbox Series X qui est du coup... Oh mais attends, c'est rigolo cette mode de mettre des X à la fin de tous les noms de produits. Voilà, parfait, t'as tout compris. C'est le nom final du fameux... X. Et ouais, c'est le nom final du fameux projet Scarlett dont on a entendu parler depuis très longtemps. La prochaine Xbox du coup. Donc la révélation ils l'ont faite pendant les Game Awards qui sont déroulés là en décembre. Personne s'y attendait. Voilà, donc ils ont révélé et le nom et la console. C'est ouf. Voici la bestiole. Tiens, je vais mettre l'animation directement, tu vois, le zoom. Wow. Donc non, c'est Intel, la musique, je reconnais. C'est vrai. Donc on a une belle grille là pour faire chauffer des grillades dessus. c'est pour réchauffer la pièce. Ah aussi, c'est un radiateur en fait. Et ils ont du coup révélé cette bestiole là un an globalement avant la sortie officielle qui était planifiée, mais du coup l'année prochaine. Alors elle est, je vous la mets comme ça. Donc c'est une belle brique verticale. C'est original. Mais ils ont rassuré après, puisqu'il y a eu une grosse vague de gens qui se sont posé plein de questions sur l'intégration dans les meubles télé, dans tout ça, par rapport à la forme du truc. Mais rappelez-vous la PS3 Fat, là, la première. Mais elle était horizontale. Oui, elle était ronde et horizontale. Mais elle était certes horizontale, sauf que quand tu la mettais à l'horizontale, honnêtement, le circuit de refroidissement n'était pas hyper optimisé sur la première. Ça passait d'un côté et ça sortait de l'autre, en fait. Et le fait de la mettre à la verticale, ça a aidé vachement justement à l'évacuation de la chaleur. Donc sérieusement, et là en plus rien t'empêche de le mettre à l'horizontale si tu veux. Le seul truc qui moi m'emmerde, c'est le lecteur vertical. Parce qu'il y avait déjà eu cette expérience du lecteur vertical sur la Xbox, rappelez-vous. Et tous les... Alors c'était pas des Blu-ray, c'était des HD DVD, étaient rayés. Il y a eu cette grosse polémique parce que en fait le fait de l'insérer dedans, tu sais, c'était en plus c'était encore un plateau qui rentrait. Après ils l'ont changé sur l'autre, ils ont corrigé ça en mettant cette fameuse fente là. Un manche disque. Ouais, voilà, c'était un tiroir et ils l'ont changé, ils ont mis un manche disque. Mais moi franchement ça me fait peur.
Ça me fait peur. Ouais, on verra. De toute façon, enfin, là, la partie verticale sert aussi effectivement à la. C'est un manche-disque encore, hein, tu vois. Oui, Mais oui, oui. la partie verticale sert effectivement au flux d'air, en fait, pour Ouais. le refroidissement. Puisque la bestiole, quand même, dedans, elle est. Ben, c'est une belle bestiole, comme ils l'ont affiché. Elle est taillée pour accepter des jeux jusqu'en 4K 60 FPS de base. Voilà, C'est bien. sachant qu'après, ils nous ont même poussé ça plus loin en parlant de la 8K et tout ça. Mais bon, de base, c'est ça. Elle va se baser sur l'architecture Zen 2 RDNA de chez AMD, donc c'est la dernière génération de chipsets graphiques qui vont supporter évidemment le ray tracing, de la GDDR6, donc de la mémoire ultra méga rapide, et évidemment du stockage sur SSD en NVMe. Donc tout ça, ça sert à quoi? Ça sert déjà à avoir d'une part des specs revus à la hausse pour tout ce qui Et va être honnêtement, rendu 3D, les mêmes et specs. aussi les temps de chargement. Là, t'achètes un PC avec les mêmes specs, t'en as pour 1200 balles, quoi. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un hardware d'un bon PC gaming Ouais, t'en as pour aujourd'hui. 1200, voire plus, hein. Voilà. Je suis gentil. Hein. Et le but, c'est qu'effectivement, ils veulent ramener toutes ces performances-là sur la console et faciliter les temps de chargement. Alors, il y a toute une partie optimisation. Alors, sur la mémoire, c'est pas tout à fait vrai, parce que la mémoire est particulière sur les consoles, elle est Oui. beaucoup plus travaillée que sur les PC, elle est plus performante là-dessus d'ailleurs. C'est pas que la mémoire graphique. Non, sur le remplissage, le vidage, tout ça. Enfin, Et donc voilà, le nerf de la guerre, et ils l'ont compris les deux, que ce soit Sony avec sa PS5 Ouais. ou Microsoft avec sa c'est Xbox, la mémoire. la prochaine génération, on les attend sur les temps de chargement et sur le travail de streaming des assets des jeux, c'est-à-dire être capable d'alimenter très rapidement les moteurs de rendu à partir de données qui vont être stockées dans le jeu, comme le monde, les textures, tous ces trucs-là qui sont stockés, en fait, les modèles 3D et tout ça. Donc on est vraiment sur le streaming des assets. Au niveau des perfs, ils nous ont donné quelques ratios. Ils estiment que les performances du CPU de cette console-là sera 4 fois supérieure à celle d'une One, Xbox One, et 2 fois les perfs GPU d'une One X. Donc on passe à peu près à 12 teraflops, ce qui confirme... Que 2, hein, c'est quand même... Ah, tu doubles quand même, hein, sur une génération, c'est pas mal. Ouais. Tu passes quand même à 12 teraflops, qui est Ouais, tu sais, je suis l'équivalent habitué à d'un Apple qui dit on très va bon PC multiplier gaming. par 5, par 6, par 10 dans leur bulle. Du coup, c'est pour ça que je suis... x2, je me dis, c'est tout. Voilà. Alors, du coup, il y a plein de questions qui se posent là-dessus. C'est en fait cette console-là, et c'était déjà un peu le cas sur la génération actuelle, hein, sur les Xbox One X notamment et sur les PS4 Pro, on est de plus en plus proche d'un PC gaming en fait. Oui. Donc, est-ce que c'est pas juste un PC de gaming packagé sous la forme d'une console facilement utilisable et que tu peux ranger sous ta télé? Bon, ça rapproche de plus en plus. On est vraiment sur le hardware très proche de ce qui se fait en Ouais, c'est PC. l'OS qui va faire la différence, ouais, c'est tout. Hein. C'est l'interface graphique qui va faire Ouais. ça, effectivement, l'expérience que tu vas construire dessus, et sans l'aspect gérer tes fenêtres, ta souris, tout ça. Ouais, machin. même gérer ton matos. T'es sûr que tous les jeux que tu vas acheter vont tourner dessus? Ça Alors, me pose cette question. Après, il y a le nom, c'est-à-dire que et la stratégie derrière qui se cache, c'est-à-dire qu'on parle de Xbox Series X, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres séries qui vont être déclinées. Donc, est-ce que les différents hardware qui pourraient arriver derrière là-dessus vont supporter tous les jeux de la même manière? Je pense pas. Il y a d'autres projets qui sont en train d'arriver, notamment autour du streaming de jeux, c'est-à-dire qu'ils poussent très fort sur du streaming avec leur projet xCloud notamment. Et il y a une Xbox One SAD édition là, la S All Digital Edition qui ne supporte pas les disques, qui permet principalement de faire du jeu mais des maths. Ouais, là c'est là que je me dis, il y a... Est-ce que les gens sont prêts à payer un abonnement tous les mois comme ils font pour Spotify et Netflix pour jouer à des jeux? Je ne sais pas. Ah mais clairement oui, quand tu vois le... Oui, clairement oui, mais le problème c'est que si tu t'abonnes... tous les jeux sont pas proposés dessus. Donc si tu dois avoir 4-5 services différents pour avoir toute la bibliothèque de jeux, c'est exactement le même problème qu'avec les séries télé, avec Netflix, Prime et compagnie. Donc ils vont l'intégrer dans l'offre Canal+, avec l'agrégateur de streaming. Mais là, du coup, ça devient très chiant, tu vois. Moi, j'ai rien contre le fait d'avoir xCloud et d'avoir tous les jeux des studios Microsoft et tout ça. J'espère que le catalogue sera plus qu'exhaustif. C'est-à-dire que si demain, il y a un Red Dead Redemption 3 qui sort, c'est que le jour de la sortie, je puisse y jouer. Sinon, si j'ai plus de lecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je m'abonne à un autre service qui lui le propose? Ou ça veut dire qu'il faut que... Enfin, tu vois, c'est problématique pour moi, ça.
Après, ils sont vraiment dans une stratégie de pousser la marque Xbox comme étant la plateforme gaming disponible partout. Ouais, Et la console n'est qu'un des supports. Donc, ouais, bien sûr. on voit le Xbox, la partie Xbox qui arrive sur la Switch aussi. Ils avaient pas mal parlé de ça. Mhm. On a le Game Pass, on a tout ça qui font que ils sont en train de construire une plateforme de jeu qui prend la forme là d'une console, mais qui en fait est détachée de ça. C'est juste un support parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Donc là, on a un support qui a Non, du mais calcul performant ouais. localement, Oui, mais ils sont plutôt en train de travailler sur l'ambient gaming, hein, oui, bien sûr. qui est le nom à la mode, qui en fait, tu vas pouvoir jouer un petit peu partout avec la plateforme sur laquelle tu es inscrit, tu es abonné. Oui. Tu auras tes sauvegardes qui vont se trimballer, tu seras en mobilité sur notre console, sur ton salon, tu auras une console comme ça, tu vas le trouver partout. Donc c'est un autre mode de consommation du jeu en fait. Ouais, non, je comprends. Mais là, je suis pas d'accord avec Niwobi qui doit acheter 3 consoles pour jouer à tous les jeux actuellement. C'est pas vrai. Enfin, il y a des jeux, les Assassin's Creed, les Red Dead et tous ces jeux-là qui sortent sur toutes les plateformes d'ailleurs. L'idée c'est que, je sais pas moi, le prochain The Witcher ou le prochain Red Dead ou le prochain GTA, s'il n'est pas dans le Pass xCloud sur la console de Microsoft, je vais acheter un support physique. Si j'ai eu le malheur d'acheter la version sans support physique, je fais comment en fait? Enfin, il faut qu'il soit disponible sur le store, ok, éventuellement, mais dans ce cas-là, je l'achète, mais je paye en plus un abonnement. Enfin, ça va devenir très compliqué, je trouve. Après, il y a un autre truc intéressant, c'est que il y a toute la Si t'en as une qui fait que rétrocompatibilité. du xCloud, t'es limité, quoi, c'est tout. Bon, on verra, c'est les catalogues. Ça va être Ouais, ça c'est de la gestion derrière, mais c'est Mais compliqué, quoi. c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça a toujours été une guerre d'exclus en fait, ces différents clans de consoles. Il y Ouais, a plein non, de mais, jeux mais qui là, étaient je parle pas d'exclus. Je parle d'un Red Dead qui sort sur toutes les consoles normalement. Enfin, mais pas sur l'abonnement, c'est ça que tu veux dire? mais voilà, et qui serait pas sur l'abonnement. Et du coup, si j'ai appris la console sans lecteur physique, je fais comment pour y jouer? Vous avez 2 heures. Non, mais Non, ils il peuvent sera pas peut-être faire sur ça. le store. Ils peuvent Mais pas et faire ça, encore, voilà, ils se ouais, tirent une balle dans mais le pied, ils aujourd'hui, vont- est-ce que Red Dead on l'achète en démat sur le store? Enfin, Red Dead ou d'autres, ou GTA Ah oui, je crois que oui. sur Xbox. Je sais pas, je pose la question. Ah, sur Xbox, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est à suivre dans le mode de consommation des jeux. Il y aura d'autres annonces évidemment, mais on s'attend aussi à Sony et sa PS5 qui du coup doit derrière commencer à réagir par rapport à tout Oui. ça. Ils ont été les premiers à parler de leur future console et de la performance au niveau du streaming, notamment des assets de jeux, de la performance du temps de chargement. Et Microsoft du coup a rebondi derrière. Donc la balle est dans le camp de Sony maintenant pour la prochaine annonce. Grave. C'est toujours comme ça en fait. C'est ça. Ouais, je vais vous parler des Realme AirPods Buds Air. Pro X. Non, en fait, il n'y a pas le mot AirPods. Non, c'est les Realme Buds Air. Alors pourquoi je les Ah. appelle les AirPods Buds Air? Parce que toute aire de ressemblance avec un produit existant ne serait que fortuite. 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 Oui. Ou fortuit. Voilà, la seule différence c'est que ça existe en noir et en jaune. Mais après le reste, ça ressemble un peu beaucoup. Ça fait une belle abeille tout ça. Ouais, et le bouton d'appairage aussi se situe à l'avant ou l'être à l'arrière. Après je cherche les autres Ouh, différences. ça change tout. Parce que la LED aussi elle est en façade maintenant. Bon, j'arrive pas à trouver d'autres différences. Voilà, la différence c'est le prix. Ça vaut en gros une cinquantaine d'euros, donc forcément une cinquantaine de dollars, donc forcément voilà. Il y a quand même un gaming mode. Hein. Un gaming mode. Mais oui, 120 millisecondes, super low latency. Super low latency. 120 millisecondes, c'est pas super low quand même. Hein. Non. Alors il y a quand même un wear detection, donc exactement comme sur les AirPods. C'est-à-dire que quand vous les enlevez, bah, la musique s'arrête. Quand vous les remettez, la musique redémarre. Ceci est une révolution. Ça charge aussi sans fil, exactement comme les AirPods. 17 heures d'autonomie en playback et 3 heures avec une seule charge. Donc c'est-à-dire que vous les remettez dedans, vous pouvez aller jusqu'à 17 heures. Le système de double micro, tout pareil. Le touch control, tout pareil. Vous tapez dessus, tout ça, machin. Il y a le Open Up Auto Connection, Google Fast Pair, tu sais, le fameux truc de connexion rapide comme il y avait sur l'iPhone. Ben, il est compatible avec sur Android. Et un système bon, de basse avancée, machin. Prévente donc le 23 décembre. Voilà. Donc ça devrait débarquer aussi. Ça devrait aussi débarquer sans doute chez nous. Bon. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas cher, ça fait des AirPods pas cher. Et compatible Android avec Et compatible Android avec toutes les fonctionnalités de base. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Oui, je voulais en parler parce que voilà. C'est une belle alternative. Pour une fois que tu fais une contre-news Apple, c'est parfait. C'est ça. Même si j'avoue qu'en termes de design, bon, ils n'ont pas été. Enfin, si, ils ont été inspirés par Apple. C'est ça. Non, c'est pas des intralitriques, c'est vraiment des AirPods-like. Si tu regardes, attends, je vais te montrer
L'image, je crois que là on le voit bien. Non, voilà, c'était vraiment des AirPods-like. Donc moi, ça m'irait très bien ça. Realme, c'est connu comme constructeur. C'est une sous-marque. Alors c'est de Oppo ou de Xiaomi? Xiaomi, non? Je crois que c'est Xiaomi. Ah, Je sais j'aurais plus. dit Oppo. Non, c'est J'aurais Oppo. dit Oppo, Non, ouais. c'est Oppo, c'est Oppo. C'est Oppo. Donc voilà. C'est pas des intras, donc ouais, au niveau son. Ouais, faut voir la qualité du son quand même. Là, du coup, tu. Ouais, Il mais m'en faut moi bien. enfin c'est pas. Honnêtement, t'achètes pas ça pour la qualité du son. T'achètes ça pour autre chose. Ouais. Bah moi, tu vois, j'écoute sur mes AirPods des podcasts un peu de musique dans le tram. Je suis content d'entendre ce qui se passe autour et je supporte pas les intras. Donc pour Comme moi, ça, c'est autre chose. c'est voilà. Ouais. Du coup, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait ça, quoi. Ok. Voilà. Bon, dans les GAFAM, ce soir, il nous manque le F qu'on n'a pas encore Oui. fait. Et c'est maintenant qu'on en parle. Et évidemment, c'est pas en bien. C'est Facebook. Ah bon, pourquoi? Parce que Facebook, ils aiment bien lâcher dans la nature des données. Oui. Alors, ils font ça avec beaucoup de vos données, de données des utilisateurs, mais ils le font aussi avec leurs données personnelles de leurs employés. Moi, j'y crois pas. T'y crois pas? Non. Ils font pas ça. Ils font pas ça Ah avec nos non, données. ils sont trop gentils. Ils sont là pour le bien-être de l'humanité. Bah, c'est bien connu. Mark Zuckerberg, ça a l'air d'être un bon bout. Donc, c'est une histoire qui a été rapportée par Bloomberg. C'est un employé du service de paye, quand même, de chez Facebook, qui aurait laissé traîner un disque dur dans sa voiture, a priori visible. Évidemment, il s'est fait braquer. Étonnant. Donc, on aurait cassé sa portière ou sa vitre, je sais pas trop, pour Ou les deux. récupérer le disque dur, ou les deux, ouais, pourquoi pas. La vitre pour péter la porte. C'est ça. Pour récupérer le disque dur qui contenait plein de données, et des données non chiffrées en plus, hein, donc non sécurisées, pas mal, de quelques-uns des 29 000 employés de Facebook, ce qui est pas mal. Et dedans, évidemment, il y a des données de pays. Voilà, donc ça couvre l'année 2018 à peu près, donc c'est assez récent. On peut connaître le salaire de Mark Zuckerberg, du coup. Et il n'y a pas le détail du listing des employés, mais quand même, dedans, il y a les numéros de compte en banque des employés, pas mal. Leur nom, évidemment, les 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, c'est pas mal aussi pour les identifier. Les salaires, évidemment, Bien. de tout le monde, salaire versé, propre. Et les bonus qui vont avec. C'est bien, hein, c'est propre. Donc il y a évidemment une enquête en cours. Facebook dit on espère quand même pouvoir retrouver le disque dur quelque part, peut-être, on verra. Et puis du coup, en contrepartie de tout ça, ils ont offert, alors ça c'est majestueux, je trouvais ça merveilleux, ils ont offert un abonnement de 2 ans à leurs employés, Oui, à un service de protection contre le vol d'identité. c'est Voilà. c'est propre. C'est Du propre. coup, le service leur a dit déjà vous supprimez votre profil Facebook. Ça, Mais non, mais Non, je vous jure, faut commencer par ça. démissionner, C'est ça. partez direct. Voilà, non, rien de chiffré sur ce disque-là. C'est pas mal, hein. Ouais, Voilà. On n'arrête pas de rigoler avec tout ça, Ah, mais mais bon, non. c'est pas rigolo quand c'est même. pas très drôle. Non, c'est pas très drôle. Bon, je vais parler de news rapidement. Le CES approche, c'est ce qu'on disait. Eh bien, OnePlus a invité les journalistes à une conférence en disant en gros, nous allons lancer le OnePlus Concept One. Waouh. Alternate design quand même, alternate future. Ça déconne pas. On sait pas quoi en fait. Alors, il y en a qui sont en train de dire ça y est, c'est la montre. Il y en a qui disent non, c'est un concept révolutionnaire de design. Un truc qu'on n'a jamais vu sur un smartphone. Merci pour le sub, Zan. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Voilà, la machine à spéculation va bon train. Il y en a qui disent, C'était le but, hein. ils vont présenter les OnePlus 8, enfin toute la série 8. C'est machin, le tout plus ça. probable. Bon. Ça, c'est le plus probable. Même Ou si il y en a qui disent peut-être un téléphone pliable. Tu vois, parce que ouais. c'est un design alternatif. Donc on n'en sait rien en fait. Ou un truc enroulable. Il y a eu la rumeur là d'un truc enroulable. Enfin bon, tout et n'importe quoi. Donc on verra bien. En tout cas, ça va bouger en début d'année. On va fera sans doute téléphone transparent un bits comme dans récap. Star Trek. Ah, le téléphone de oui. The Expanse aussi, il est terrible. Leur truc de communication, il est génial, j'adore. Ben peut-être. Écoute, on ne sait jamais. Vendu. Allez, j'achète. Enfin bref, en tout cas, c'est là le CES, on devrait avoir quelques jolies surprises. On fera comme d'hab un bits récap avec les news qu'on aura sélectionnées quoi. Exactement. Voilà. Celui Bien. de Tony Stark, ouais, c'est ça, Idriss. Bon, on va parler de 2 choses que j'adore. De Lego, première partie, et d'intelligence artificielle en numéro 2. Rien que ça. Et c'est l'histoire de quelqu'un, de Daniel West, Just a Squid sur Twitter, si vous voulez aller chercher un petit peu. Just a Squid. Et ce gars-là, il en avait juste ras-le-bol de passer son temps à trier ses Lego. Hein, donc il a énormément de Lego, c'est un passionné, il a énormément de kits, il a énormément de pièces, évidemment il les garde en vrac. Et pour pouvoir constituer des sets, il a besoin de les ranger, de les trier.
Du coup, ça le gonflait. Du coup, il s'est dit, bah, je vais faire quelque chose pour les trier de manière automatique. Voilà. Donc, il avait tout ce paquet de pièces partout. Là, il est rangé dans plein de petites boîtes et tout sympa. Il y en a vraiment plein. Ah bah ça, il y en a plein. Et il s'est dit, bah, moi, je connais un petit peu le dev. J'ai envie de faire un petit projet sympa à la maison. J'ai une webcam qui traîne. J'ai une webcam, un Raspberry Pi qui traîne. Allons-y, c'est parti. On va faire une petite machine qui va trier tout ça. Alors, je vous ai même mis une petite vidéo qui est magnifique, qui est là. Regardez-moi Une ça. machine en Lego. Hein. Et une machine en Lego. Donc, il a créé une machine comme ça qui est constituée de 10 000 pièces de Lego avec 6 moteurs dedans et 18 tiroirs de triage. Donc il y a un système d'alimentation qui va du coup partir d'un bac de pièces, vous allez voir juste après, qui va les faire monter dans différentes chenilles, et en fait ils vont passer sur un tapis ici qui est blanc, je vous expliquerai après. Ils vont être regardés par une caméra et on va du coup travailler sur la reconnaissance d'images pour les classifier et les ranger dans les bons bacs. Donc t'as vu le système d'entraînement là pour faire monter les pièces? Ça va pas très vite quand même. C'est fait exprès parce que faut que les pièces elles tombent une par une, Ouais, et en fait t'as une deuxième chenille juste en dessous pour qu'elle tombe à l'horizontale, pour pas qu'elle soit entassée en fait, qu'il y en ait une sur les autres. Donc là tu vois ça descend tout doucement et derrière tu vas avoir un système de vibration avec les plaques là qui font que ça sépare les pièces pour pas qu'elles soient l'une sur l'autre et qu'elles arrivent bien vides. Tu vois, regarde, t'as les pièces bleues là, elles sont superposées avec la vibration, hop, elle vient à la queue leu. Donc le truc il y a vachement de travail d'ingénierie derrière tout ça. Ça c'est pour la partie construction Lego. Et après il y a tout le travail reconnaissance d'image qui est juste mais exceptionnel en termes de R&D. Non, ça va beaucoup plus vite si tu le fais toi-même. Hein. C'est plus chiant, je te l'accorde, mais... Non, alors justement, non, complètement pas. Okay. Là, enfin, il y a tout le travail de construction quand même qui vient, qui est là. Donc voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu ça. Donc, au niveau de la reconnaissance, donc là, vous voyez, il y avait donc le système d'alimentation, ça on l'a vu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie reconnaissance des pièces. Donc, en fait, il fait passer ça sur un tapis. Service, si tu vas me dire. Pas du tout. Ok. Absolument pas, justement. Donc il a effectivement utilisé une caméra branchée sur un Raspberry Pi, et il a travaillé ça pour bien reconnaître les pièces. Donc la première chose qu'il a faite, c'est il a voulu avoir un système de reconnaissance et de capture haute performance avec la détection d'objets. Donc là, il a travaillé ça avec le petit tapis. Donc là, tu vois, tout est blanc en fait. Le tapis est blanc, les pièces sont blanches, et l'éclairage est... non, pas les pièces. Mais non, pas les pièces, pardon. Les pièces sur les côtés, les murs, c'est ce que je veux dire. La construction Lego autour est rouge, et blanche, n'importe quoi. C'est rouge, oui, tout à fait. Non, parce que je regardais la prochaine incruste, il y avait du rouge, mais bon. Et il fait passer ses pièces, et donc là, il prend plein de photos, il prend plein de photos. Alors ça reconnaît pas directement, parce que en fait, quand tu vois passer ces pièces-là, il est obligé de faire de la détection d'objets, donc de trouver la limite entre la pièce et le reste de l'espace. Donc c'est des object boundaries et c'est des bounding blocks. Oui, les pièces blanches, c'est un vrai sujet. Donc il y a un premier algo comme ça qu'il utilise, alors là, uniquement avec du traitement d'image, c'est même pas de l'IA qui va faire ça. Donc en fait, il travaille avec l'éclairage, donc il y a un bel éclairage, ça, on le sait très bien, nous ici au studio, il faut vachement de lumière pour que les caméras fonctionnent correctement. Donc lui aussi il l'a compris, donc il a un bon gros éclairage LED qui cartonne dedans, ce qui fait que c'est clair tout en blanc. Et du coup, avec ça, tiens, j'en ai une autre ici qui est vraiment pour te dire l'ampleur du blanc quand même. Hein. Et une fois que tu as ça, en fait, juste avec le mot est réducteur. Juste avec des algos autour uniquement du traitement d'image, donc là même pas d'IA, il est capable de détourer, en fait, de localiser la pièce au niveau de son tapis. Ok, c'est bien, mais là il range rien. Pour l'instant, il fait rien. Donc là, il la reconnaît pas encore. Donc, il voit juste une pièce. Okay, il a juste des pièces. Donc là, ce système de détourage à d'object boundaries, on l'a déjà vu sur d'autres algos de reconnaissance à base d'IA, où tu voyais des gens se promener dans la rue, ils reconnaissent plein de trucs. Mais ça, c'était possible à faire avec des machines super puissantes qui streamaient la caméra directement et reconnaissaient tout ça. Lui, il voulait d'abord faire un travail avec le Raspberry Pi, et ça, c'était pas possible. Donc il a cherché des algos sur le traitement d'image pour uniquement déjà se focaliser sur la haute performance et sur la reconnaissance d'image avec le Raspberry Pi. Donc il fait de la détection de pièces comme ça avec la soustraction d'image tout simplement. Il soustrait le blanc au reste de l'image et du coup crac, ça met en valeur là où se trouve la pièce. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Là, ça va pas très vite quand même. Ça va pas très vite. Donc là, tu vois, c'est différentes étapes. Tu vois, il fait différents filtres dessus, donc il retravaille la saturation, le MOG, il fait la version crack, et du coup, ça lui donne la pièce. Et donc là, il faut détourer la pièce, parce que là, tu l'as localisée où elle se trouve, maintenant, il faut la détourer, pour trouver le contour de la pièce, afin de la reconnaître. Donc là, c'est pareil, donc c'est uniquement avec du traitement d'image qui fait ça, il n'y a pas encore de lien. L'algo voit les reflets un petit peu. Ouais, un petit peu. Bon, ça c'est pas mal, du coup il localise tout ça, ça marche sur Raspberry Pi, ça commence à chauffer un peu, mais quand même. Alors pour l'anecdote, c'est marrant, c'est qu'il fait du travail entre le RGB et le YQV, parce que le YQV, en termes d'encodage en mémoire, il arrive à obtenir des meilleures performances sur le Raspberry Pi. La manière dont est structurée l'information en mémoire est plus rapide à analyser avec le Raspberry Pi.
Et une fois que tu as fait ça, c'est pas suffisant parce que c'est très bien, tu as trouvé ta pièce, mais maintenant, ouais, ça c'est différentes étapes pour la conversion Ouais, RQV, RGB, tu vois, qui fait plein de traitements différents. Mais maintenant, c'est bien joli, mais il faut les classifier. Oui. Et comment tu les classifies, ces petites pièces-là? Ben, pour les classifier, il faut que tu puisses créer un dataset. Donc il faut que tu travailles toi-même l'ensemble des pièces que tu as envie d'enregistrer pour que l'algo de reconnaissance, donc là on arrive vraiment dans la reconnaissance d'image et l'IA, mais il faut que tu l'entraînes à reconnaître des pièces que tu connais. Donc là, au début, il était parti, donc ça c'est la première étape, il s'est dit, bon bah très bien, j'y vais, je vais le faire manuellement. Donc il fait passer plein de pièces dans sa machine, elles arrivent toutes classifiées en non classifiées dans une type de pièce qu'il ne connaît pas, et c'est à lui du coup de venir manuellement C'est ça. labelliser, dire ça c'est une pièce qui va là, c'est une pièce de tel type, etc. Machin milieu. Au bout d'un moment ça l'a gonflé, et il s'est dit j'ai quand même des compétences de développeur web, Plus. développeur d'application, donc il s'est dit bah, je vais me faire ma petite app web, comme ça je vais pouvoir classifier mes pièces un petit peu partout quand je veux, depuis mon téléphone par exemple. Du coup la machine tourne, et j'entraîne tout ça depuis les chiottes, clac, je vais pouvoir classifier mes pièces. Ça marche un certain temps, mais c'était pas suffisant, il s'est dit non, ça va pas assez loin. Donc là, il est passé à l'étape 3, il s'est dit, bah, l'étape 3, c'est quoi? Bah, c'est très bien, on va aller scraper un petit peu sur le net des sites qui ont déjà des notices en fait, de pièces Lego avec les images de ces pièces-là. Et il y en a plein. Donc là, il y a un site qui s'appelle Rubricable, notamment. Ah, Rubricable, oui, j'ai dit tout le temps. Qui fait ça, qui est génial. génial. Tout le catalogue avec toutes les variantes de couleurs, t'as tous les sets, tout y est. Donc il s'est dit, allons-y, on va scraper ces sites-là, on va découper les images, on a les identifiants des pièces, on va alimenter ça dans ce moteur de reconnaissance directement pour entraîner son IA. Alors ça c'est bien, mais le problème c'est que les pièces, on les voit pas toujours le même angle. Elles sont pas sous tous les angles. Et donc là il a passé l'étape 4, je sais plus où j'en suis, c'est que l'étape 4 c'est aller au-delà de ça, reconnaître les pièces dans différents angles et surtout s'adapter à des pièces qui sont pas encore sorties. Et donc là il est allé plus loin, il est allé sur des sites qui ont directement à disposition des modèles 3D des pièces. Oui, t'as des sites où tu peux assembler, tu peux construire des modèles de Lego en 3D. Et tu peux tourner autour, machin, tout ça. Oui. Et bien il s'est connecté sur ces trucs-là. Et du coup, il pioche pièce par pièce. Même Lego avait sorti son truc pour faire ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, il se connecte à ça. Tu pouvais faire tes modèles qu'après tu pouvais même commander. Et voilà. Et tu recevais la boîte avec le truc imprimé. C'était les. Merde, comment ça s'appelle? Oui, les Lego IDs. Ouais, non, mais ça avait un autre nom. C'était My, je sais plus quoi. My Creation ou un truc comme ça. Ils avaient sorti un truc spécifique. Ils ont toujours des trucs. Donc t'avais un logiciel où tu faisais ton assemblage avec tes pièces et tout. Et quand t'avais fini, tu dis ok, je le commande. Je commande. Comme les cuisines Ikea. Et il te faisait le truc sur mesure, c'était top. Hein. Donc il s'est connecté sur ces sites-là, et du coup, il scrape les modèles 3D. Donc en fait, il les prend, il les met dans une scène 3D, il les fait tourner sous différents angles, et il fait des captures du coup comme des photos, et il alimente son IA avec ça, avec des modèles 3D, et du coup derrière, il reconnaît les pièces avec ça. Un truc de malade. Et le truc qui est terrible, c'est que ce système-là, il est automatisé, ce qui fait qu'il est capable de auto-alimenter, et du coup d'entraîner sa machine avec les futures pièces qui sont même pas encore sorties. Puisque du coup, il récupère le catalogue, et il récupère une nouvelle pièce derrière. C'est un truc de taré. Voilà, donc je vous invite à aller voir son projet. Il explique. Alors, il y a 2 vidéos en particulier qui met en avant. La première, c'est celle que je vous ai montrée un petit peu rapidement là, qui met en avant la machine et la manière dont il l'a construit. Et il y a une autre vidéo qui rentre plus dans le détail, qui explique les différents problèmes et comment il a itéré sur l'amélioration de son projet et de ses différents algos et ce qu'il a implémenté. Et c'est un truc de taré. Voilà, c'est juste génial. Bon, la machine elle est un peu énorme, mais le résultat est là et le projet est super intéressant. C'est en anglais, mais allez voir ça. Just a Squid sur Twitter, allez voir ça. Je vous invite à regarder. C'est pas hyper rapide quand même. Daniel West sur YouTube. Pas le fait que ça trie pas très vite. Mais par rapport aux autres machines, alors c'est pas la première machine de tri de Lego qui existe, non. Mais c'est la plus performante existante actuellement. Oui, ça sans doute. Et puis surtout, ça trie non-stop. Ouais, ça doit faire un peu de bruit quand même, les vibrations et tout des pièces et tout. Ouais, tu la mets pas dans ta chambre pendant que tu dors. Non, bon. Bien sûr, c'est sûr, mais bon, dans 5 ans, journaliste. Et comment vous êtes devenu directeur d'intelligence artificielle chez Google? Ah bah, je joue au Lego et ils m'ont vu. Très bien. Reconnaissance d'image, ouais, c'est un vrai sujet. Voilà. Ok. On repart au CES. Allez, vite fait. On va parler de Segway, Ninebot, c'est la même boîte maintenant. Qui vont sortir donc le e-scooter et le e-moped. E-moped. Ouais, donc un scooter et une mobilette, hein. Ni plus ni moins. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a quand même 5 versions pour le scooter. Alors, c'est celui-ci. En jaune, non. Ouais, ça me fait penser au Gogoro de HTC. Là, carrément. Donc, il y a la E80C, E90, E100, E125 et E200P. C'est quoi la différence? C'est la vitesse max 50, 55, 60, 75 et 100 km/h et l'autonomie
de 90 à 200 en augmentant petit à petit dans les versions. Il fait le 0 à 40 en 3 secondes. Attention, ça déconne pas. Biplace, phare LED, coffre situé sous le siège, capable d'acquérir un casque, tout ça, résistant à l'eau. Bon, ça reste classique en termes de design, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voire moche pour la partie phare devant, là, c'est un peu... C'est utilitaire, honnêtement. Non, mais franchement, c'est un utilitaire. C'est le multiplat du scooter. Ouais, je dirais pas ça. C'est utilitaire dans le sens où bah, voilà, t'as un 2 roues qui est pas hyper beau, mais qui a l'avantage que tu peux recharger chez toi sans te faire chier. Je crois que la batterie en plus est amovible sur le scooter. Ils vont détailler le truc plus en détail, mais tu peux le recharger chez toi. Le matin, tu le prends. Si t'as peu de kilomètres à faire, bah, ça va jusqu'à 200, hein, mais bon. Si tu prends la version E200P, 200 km d'autonomie et 100 km/h. Bon, je t'avoue que sur un truc comme ça, sur la rocade à 90, je serre les fesses très fort. Hein. Ah bah là, tu joues Je avec pense Camille, que là. la selle disparaît, tellement je serre les fesses très fort, tu vois. Le scooter et moi, nous ne faisons qu'un. Au moins, t'es Ah bah, ventousé ouais, dessus. ouais, c'est sûr, faut pas que je tombe. Hein. Mais bref, donc voilà, il y a différentes couleurs, machin et tout. Et surtout, nostalgie, la mobilette. On dirait en fait un mélange de mobilette et de... C'était comment ça s'appelait? Le Chopi, c'est ça? Un chapi. Chapi. C'est ce que j'allais dire, tu vois, naturellement. C'est un peu un Chapi. En termes de taille et de forme, ouais. Après, le Ouais. design est quand même des années-lumière de ça, mais... Ouais, Dreadlocks, le plus gros, c'est équivalent 125, donc faut avoir sa formation. Celui-ci, non, par contre. Ah ah Celui-ci, non. Alors bon, voilà, c'est un look urbain, machin bidule, comme vous voulez. 25 km/h maximum. Donc, c'est pas ouf. 25 km/h. Et ouais, parce qu'en fait, il va rentrer dans la gamme des vélos à assistance électrique. Il a des pédales, hein, d'ailleurs. Oh, mais c'est moche. T'avais pas vu? Ah non, j'avais pas vu. Ah ouais, mais la mobilette, mon gars. La mobilette, elle avait des pédales, hein. Bon, je t'avoue, souvent on les enlevait, mais il y avait c'est vraiment la nostalgie de la mobilette à pédales, quoi. La motobécane avait des pédales. Ouais, la moto. mobilette, non. Ouais, non. Tu m'as compris. Le Xiao avait des pédales. Ouais. Oui, un Xiao. Mais en fait, c'est ça, c'est le C'est Xiao. ça, je pense que Chapi. c'est ça. Le mélange. Donc 25 km/h. Et alors, l'appareil, il y a 3 modèles 38, 60 et 75 km d'autonomie. En fonction de. Putain, 75 km d'autonomie à 25 km/h, autant te dire que tu meurs d'ennui avant Non, mais je pense que tu meurs de vieillesse avant d'arriver. C'est ça. Donc le e-scooter e-moped, rendez-vous au CES pour voir ça de plus près. A priori, les tarifs devraient être ultra agressifs. Donc, bah, t'imagines un scooter électrique, même, tu vois, l'équivalent d'un 50 cm3, hein, donc 50 km/h et 90 km d'autonomie, tu vois, le E80C, là, le petit. S'ils te vendent ça, je sais pas moi, dans les 1500 ou 2000 euros, bon, je pense plus 2000, voire 2500, mais si c'est dans, tu vois, non, mais si c'est à 2000 euros, c'est pas trop mal. Alors la mobilette là, si elle est à 1500, ça va, ça passe. Ah oui, Au-delà, peut-être même moins. Moins, tu penses? La mobilette à 25 km/h là, à mon avis, c'est le genre de truc qui vont te vendre 900 balles. Moins de 1000 balles. Je la verrai à moins de 1000 euros. Ouais, je la verrai à moins de 1000 euros. Les autres scooters, ouais, ça serait plutôt. Les scooters, on va être entre. Les deux scooters, je pense, ça va être entre 1000 et 2000. Tu vois. Peut-être même 2500 pour la version 200 km d'autonomie, parce que tu regardes une moto électrique 125 type. J'ai oublié le nom. Je la vois, elle est là. Ouais, toi aussi tu la Je vois, la vois, elle est qui là. existe en version verte et marron pour la C'est version ça, 50. c'est exactement En celle-là. version 125, c'est celle-là. Super Soco. Super Soco, voilà. Qui elles sont entre 2000 et 3000 euros, hein, en fonction des modèles que vous choisissez. Bah. Pas même plus que ça. Non, je crois que c'est 3005 peut-être. Ouais, la Super Soco S, si. C'est sûr? Super Soco TC Max. Il n'y a pas le prix, entre 4700. Ouais, c'est vrai, c'est 4000. C'est vrai, c'est la grosse, ouais. Là, c'est 3000 et quelques, je crois. Ouais, la petite, ouais, mais ça, c'est l'équivalent 125. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'on devrait avoir des tarifs intéressants. Tu vois, là, et honnêtement, je pense qu'à 2005, le scoot, il serait là. C'est là qu'en fait, ils vont faire mal. Parce que Segway Ninebot, c'est eux qui font les trottinettes pas chères Xiaomi et tout ça. Enfin, c'est pas eux qui les fabriquent, mais c'est tout comme. D'ailleurs, je pense que si. Ils ont fabriqué une partie, en tout cas. Ah bah oui, puisque la plateforme, en fait, oui, c'est la même. Électronique, c'est la même. Et l'application, c'est la leur. Voilà, donc je serais pas étonné de voir des tarifs ultra agressifs sur ces appareils-là. Et pourquoi pas, en fait? Tu vois, la mobilité électrique comme ça, le nombre de 2 roues 50 cm3 qui existent, mais toutes les flottes de livreurs, là, d'ailleurs, il y en a plein, je crois que c'est Domino's Pizza. Ah, le Domino's aussi, t'as vu. Ils sont en électrique. Et ouais. c'est un truc qui, d'ailleurs, ressemble un peu à ça. Hein.
C'est entre les deux en fait. Moi Je sais j'ai pas vu si t'as des vu. sushis, des livreurs de sushis qui commençaient à l'électrique, mais je sais plus quel Tu vois, site pour tous c'est. ces trucs-là, les Ah bah carrément, les petits coursiers en ville, les machins. Voilà. carrément. Même moi, tu vois, j'en suis là à un point où le tram commence déjà à me saouler au bout de 2 semaines, hein, à cause des grèves, tout ça. Ah oui, Le t'es fait en qu'il plein soit dedans en plus. bondé à 17h ou à 18h le soir, c'est impossible. Je suis obligé de laisser passer 2, 3 trams. Ça me casse les pieds, mais j'ai pas envie d'y aller en voiture. Je me dis là, même, je fais que de la ville. Parce qu'en fait, je traverse le centre-ville. Donc même, je dépasserai jamais les 50 km/h, tu vois. Donc même moi, tu vois, ça me fait hésiter. En me disant, parce que j'ai trop de kilomètres pour faire en trottinette. Et j'en ai pas assez pour le faire avec une moto ou une bagnole, tu vois. Donc bon. Ouais, mais la trottinette, ça irait pas. J'ai trop de kilomètres en Combien de fait. kilomètres tu as à faire? J'en ai quasiment 15. Ouais, non, c'est trop long. En fait, si je prends la rocade, j'en ai moins, mais je vais pas prendre la rocade en trottinette. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Ils sont morts au périphérique à Paris. Voilà, c'est hein. ça. Donc, c'est un peu chaud. Ça veut dire que quand j'arrive là-bas, même si ma trottinette est donnée pour faire 30 km, lol, on fait bien moins, ça veut dire que je suis obligé d'aller là-bas avec le chargeur, de charger sur place. Et si jamais j'oublie ou si la charge se passe mal, je rentre à pied. Donc, Ah, tu rentres, ben non, tu rentres en tram. oui, je rentre en tram. Mais tu vois, c'est un peu chaud, du coup. Je suis vraiment Après, à la limite. j'ai un collègue qui vient C'est aussi chiant. de loin et il fait mix. Il fait trotte Ouais, mais moi, et. ça vaut pas le coup. Parce que j'ai le tram qui est au bout de ma rue et il me dépose devant mon boulot. Mais genre, Oh, j'ai ben 100 mètres non. à faire, quoi. Oui, mais le problème, c'est quand il est bondé et tout ça, c'est hyper chiant, quoi. Donc, bah, je suis allergique au vélo, pas tant que ça. Je pourrais faire en vélo, mais j'ai pas envie de passer 1 heure de vélo le matin, 1 heure de vélo le soir, quoi, tu vois. Hmm. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Je dois faire des podcasts, des trucs. Sinon, j'arrête tout, hein. Je fais plus que du vélo. Et après, je m'inscris au Tour de France l'année Tu d'après. vas faire un concept, un enregistrement de podcast sur le Sur scooter vélo. électrique. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, bref. Bon, c'est la soirée de l'IA et je vais encore oui. vous parler d'IA, mais cette fois il n'y a pas d'image, c'est que du texte. Et oui, je vais vous parler de AI Dungeon, qui Yeah. est un RPG en mode texte à l'ancienne. Et oui. Donc c'était la vague il y a longtemps de tous ces jeux de rôle entièrement textuels que l'on pouvait faire depuis la console directement. C'était même pas des consoles à l'époque, c'était directement le terminal, il n'y avait que de ça. Oui. Et tout le texte, en fait, on interagissait, on avançait dans une histoire comme ça qui nous était racontée uniquement par affichage de texte. Et bien, c'est un jeu qui a été développé sur ce principe-là, mais qui se base sur une IA, donc notamment des textes qui vont être entièrement générés par ce fameux algo qui s'appelle le GPT-2, dont on a entendu parler, on vous en a déjà parlé précédemment. GPT-2. GPT-2, oui. Puisqu'en fait ça a été lâché dans le monde open source par OpenAI, cette initiative de publication et de recherche et de publication autour des différents modèles d'IA, notamment autour du texte. Et c'était ce fameux algo qui avait généré des textes, des romans, des trucs, des histoires hyper plausibles, tout ça qui faisait peur tellement c'était crédible. Ils avaient hésité à le lâcher dans la nature, finalement ils l'ont quand même fait. Et on est tous morts. et on est tous morts, exactement. On est dans la matrice là, les gars, vous en rendez pas compte, mais. Et mais ça sert du coup à créer des projets comme ça qui sont juste merveilleux. Donc c'est une aventure potentiellement infinie, puisque le texte est généré tout le temps, sauf si éventuellement ton héros, donc toi en tant que personnage, tu décèdes. Mais le texte est généré, ce qui fait que l'histoire elle continue d'avancer. Et puis surtout, si tu meurs et que tu recommences, à chaque fois tu as une nouvelle histoire différente qui est générée, un parcours différent à explorer, donc c'est juste hallucinant. Je vais vous montrer un petit peu ça. Les RPG texte, il y en a eu des récents d'ailleurs sur mobile. Oui. J'ai oublié le nom d'ailleurs, mais pareil, c'est un astronaute qui s'écrase sur une planète, Oui. machin. Enfin bref, ils ont fait la version 2 d'ailleurs. Voilà, je me rappelle plus, mais c'est pas généré par une intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous rejouez, c'est toujours la même histoire. C'était scénarisé, d'ailleurs c'était hyper bien scénarisé. Ouais, c'est vachement bien. Donc ça se joue comme ça, donc là on a un fichier à télécharger. Alors pendant quelques temps c'était hébergé sur la plateforme de code de Google pour la partie recherche, mais ils ont un petit peu saturé les accès, et du coup Google a bloqué l'accès sur ce truc-là. Donc là pour y jouer en fait il y a un gros fichier à télécharger qui représente le modèle de l'IA qui a été entraîné. Et ça prend la forme en fait alors pour ceux qui vont connaître un petit peu, qui ont fait du machine learning, c'est un Jupyter Notebook, donc en fait c'est l'équivalent d'un bloc-notes dans lequel on peut exécuter du code Python, qui en fait va se connecter à ce modèle-là et va exécuter les différentes étapes de l'histoire. Donc ça représente quelque chose comme ça. Voilà. Wow, Donc, c'est beau. on a un bloc de texte, on peut lire dedans, et à chaque étape, en fait, tu as une partie d'interaction, tu vas pouvoir écrire des trucs qui vont être qui vont interroger l'IA, qui vont constituer la prochaine phrase dans laquelle elle va pouvoir interagir derrière. Donc en fait, on est vraiment sur du chat avec un terminal, mais derrière, dans une interface de ce que les ingénieurs en machine learning manipulent tous les jours quand ils font du Python. Skyrim dans l'IA.
Ce Skyrim est partout, il est sur Figo, Exactement ça. sur Amazon Echo et tout. Donc ça, c'était un peu pénible parce qu'il fallait avoir un peu de connaissances de dev, avoir Git, Python local, télécharger tout ça, configurer machin, donc c'était un petit peu compliqué, mais il a continué à bosser dessus, le gars, et il a réalisé une appli mobile Et directement. Donc c'est dispo maintenant dans iOS et Android. Et là, pour le Yeah. coup, on a une interface beaucoup plus user-friendly, Yeah. et on va pouvoir utiliser le même algo. Voilà. Donc là, tu peux choisir avec directement une sélection dans une liste, Oui, comme oui, ça, et voilà. classique. Et on est là-dessus. Donc il a bien fait le mode sur fond noir pour rappeler les anciens terminaux. C'est bien pour la truc. batterie. Et en plus, c'est bien pour la batterie si tu as un écran OLED, exactement. Mhm. Voilà. J'ai pas encore pu tester, mais je t'avoue, ça me tente bien. Voilà. Du coup, on n'aura pas tous le même jeu. On n'aura pas tous la même expérience du jeu. Ouais. Mais ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Pas Parce la que même du coup, fin, rien. ça incite les gens à partager aussi leur expérience autour de ce projet-là. Minotaur, mais pourquoi il a pas fait le texte en vert? C'est vrai. Parce qu'on voulait pas être tous aveugles, du Minotaur. Et baveux. Bon. Bien, en parlant de lumière, Ah bah voilà, fibre optique en bois, mon gars. mon gars, Et ouais. Parce que pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la fibre optique en bois? parce que c'est recyclable en plus, c'est auto-biodégradable. Mais en fait, c'est ça le vrai problème. On utilise encore du pétrole pour fabriquer ce genre de choses. C'est honteux. Et c'est pas biodégradable, et ça pollue en fait, parce qu'on enterre, on fait passer de la fibre partout, c'est dégueulasse, tout ça. Du coup, on s'est dit, mais si on la faisait pas en bois? Bah si. Donc voilà, c'est merveilleux. Hein. La fibre optique en cellulose. Bon, deux problèmes de la fibre optique, c'est le coût des matériaux et l'aspect écologique. Ok, c'est compliqué. La fibre qu'on connaît, elle est composée de verre, d'ailleurs, parce que je dis du plastique, mais il n'y a pas que du plastique, hein, il y a du verre. Et l'idée donc, c'est qu'en plus, bah voilà, c'est pas terrible à produire, c'est hyper cher et tout. Donc des chercheurs finlandais, on connaît des gens en Finlande, hein. Eh bien, ils ont réussi à créer une fibre optique intégralement en cellulose tirée du bois. Eh oui. Parce qu'il y a des celluloses tirées d'ailleurs. Eh oui. C'est grâce à un nouveau procédé à base de solvant et d'acétate de cellulose que ces derniers ont réussi à la rendre transparente et donc conducteur du spectre de lumière entre 500 et 1400 nanomètres utilisé pour les télécoms. C'est pas la classe ou pas? C'est Bon. hallucinant quand même. Hein. Par contre, c'est pas parfait. Ah, mais pourquoi ouais. donc? Et pourquoi? Parce qu'il y a un facteur d'atténuation qui est bien plus grand que la fibre optique tradie. C'est-à-dire que tu ne peux en faire que sur une longueur d'un mètre. 3 décibels par centimètre contre 0,1 décibels par kilomètre. Ah, c'est pas mal. Sur les meilleures fibres 60 fois optiques. pire. Même plus que 60 fois pire. Parce qu'on parle de centimètres et là de kilomètres. Ah oui, merde, j'ai Donc, je pense qu'on est au-delà du 60 000 fois pire. Oui, 60 000 fois pire. voilà. Ah, c'est juste la catastrophe. Bon, c'est là pour la beauté la beauté écologique, mais franchement. Voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette découverte? Eh bien, en fait, on voit pas trop d'applications dans les télécoms aujourd'hui. Hein, voilà. Bravo les gars. On Mais jette le ça projet. pourra servir dans comment ça s'appelle, dans le cadre industriel, tu vois, pour des petites connectiques très petites, utiliser du plastique sur le truc. Bon, évidemment, les câbles sous-marins, on peut oublier, hein. Ça va de soi. C'est clair le truc. Voilà, mais par contre, au niveau de la maison, tu vois, les circuits, au lieu de mettre du RJ45 dans les murs et tout ça, on pourrait imaginer d'avoir tout en fibre en bois. Ouais, alors imagine, t'as des souris. Hein. Imagine, il y a le feu. Non, Imagine le feu, c'est pas grave. Ouais. Non, mais imagine, t'as des souris, je suis d'accord. Mais pas que. Enfin bref, il y a ça, les habitations qui sont pas loin des répartiteurs, ou pourquoi pas dans un lotissement. Tu vois, un truc à petite échelle. Tu fais venir de la vraie fibre jusqu'à un répartiteur, jusqu'à ton répartiteur. Et ensuite, vers les logements, tu mets ces trucs-là, quoi. Ouais. Imagine, il y a des termites, ouais. Bon, enfin bref, en tout cas, voilà. Le gros intérêt, c'est que c'est beaucoup moins cher à produire. Voilà. Et c'est respectueux de l'environnement, tout ça. Bon, l'environnement, je pense que c'est très secondaire. Est-ce que tu peux t'en servir pour faire des pailles aussi avec? Parce que du coup, tu coupes un bout de ta feuille et t'as une paille en bois. Non, parce que vu la taille... Bref. La finesse. Ouais, donc on va voir. A priori, quand même, il y a des gens qui y croient. Et... Qui y croivent? Qui y croivent. Non, mais par exemple, tu vois, je pense à un truc, mais pour j'allais dire le textile. Mais oui, tu sais, tu peux très bien imaginer utiliser ces trucs-là pour rendre des textiles intelligents ou ce genre de trucs. Parce que la fibre en verre est moins souple aussi. Enfin bon, il y a... Je sais pas. Il y a peut-être un truc là... Ça passe à la machine, le truc il est défoncé. Non, mais ça peut être un Avec sac les à dos, tu détergents. vois. Je pense au textile, le sac à dos, ou j'en sais rien. Enfin, Je sais pas. Bon, c'est marrant, mais. j'arrive pas à trop comprendre les applications, mais pourquoi pas. Pourquoi pas dans le produit suivant?
Pourquoi pas dans le produit suivant, exactement. Et on revient pour parler de casque et de mobilité. Donc c'est un casque Poupie audio rigole à sa Bluetooth qui a été annoncé par JBL. Alors c'est un concept, mais c'est un proto aussi, mais c'est commercialisé, pas encore tout à fait, puisqu'il y a un projet Indiegogo qui a Ce que été j'ai- lancé. Alors attends, ce qu'Alain il précise, pour info, c'est vrai que les fibres d'aujourd'hui sont en plastique. Oui, il y a les deux. Il y a du verre et du plastique. Je sais très bien, puisque tu les vois. Mais c'est pareil, elles sont pas ultra souples non plus. Hein. Non, tu peux pas faire d'angle droit avec. Non. Bien, donc JBL qui a lancé son casque de haute qui s'auto-recharge de manière infinie, tout seul, dans son coin. Ouais. Voilà, la recharge ambiante, là aussi. Donc c'est un casque Bluetooth avec une petite batterie quand même de 700 mAh et qui s'appelle le projet C'est pas beaucoup, hein. Reflect Eternal. Non, c'est pas beaucoup 700 mAh, mais c'est normal parce qu'en fait ce casque, dans son bandeau, dans son arceau au-dessus, il intègre un système, un procédé qui va être capable de recharger le casque de manière totalement autonome grâce à la lumière ambiante. Waouh. Alors on n'est pas tout à fait sur des panneaux solaires, on est sur un procédé alternatif, je vous détaille ça un petit peu après. Mais ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'avec 1h30 de lumière du jour, tu récupères l'équivalent de 68 heures d'autonomie. Donc si tu te promènes un peu juste dans la rue comme ça, crac, tu récupères de la batterie, tu recharges et t'es reparti pour un tour. Et si tu restes 2 heures 2 heures à la lumière, puisque c'est pas que forcément dehors, ça peut être aussi en intérieur, tu vas récupérer 168 heures d'autonomie, donc un truc de énorme. taré. Donc en fait, juste tu le portes et t'as une fenêtre ouverte où tu marches un peu dans la rue, crac, tu Je suis sûr que recharges de même à manière travers la automatique. fenêtre, ça marche. Oui, mais ça marche à travers c'est la lumière ambiante en fait, c'est pas juste Ouais, les ouais. rayons directs du soleil qui viennent frapper dessus comme on peut avoir dans le photovoltaïque classique et les panneaux solaires. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un nouveau procédé. Voilà, le Powerfoil qui est ici, qui est un procédé qui a été développé par une autre société qui n'est pas JBL du coup, qui s'appelle Exeger, qui est une société suédoise. Donc là, vous voyez, il y a le bandeau qui intègre ça. Et en fait, c'est pas un panneau photovoltaïque, c'est vraiment un nouveau matériau qui est comme ça, un matériau souple qui se base sur un procédé qui est très proche, en tout cas inspiré du système de la photosynthèse. Ouais, Donc en ouais. fait, il consomme la lumière pour produire de l'électricité, comme peuvent faire les plantes. Voilà. Et cette société-là, donc Exeger, propose différentes formes de ce matériau pour l'intégrer dans différents appareils. Bah Donc là, ouais. tu l'as sur le dessus d'une enceinte Bluetooth de ta maison, Ouais, que tu classique, peux ouais. imaginer. Et tu vois pas que tu as un truc panneau solaire, tout ça. Et le rendement est assez intéressant. Ouais. Et c'est surtout que tu n'as pas besoin de lumière directe, et puis ça c'est tout le temps en fait. Ouais, mais présent. imagine, tu sais, Et la recharge est constante. une horloge ou un truc chez toi. Bah voilà, ou même on pourrait très bien imaginer un Amazon Echo avec ce type de Exactement. revêtement C'est et qui l'exemple. nécessiterait aucune prise. En Et fait. voilà. Donc tu le poses et juste il faut qu'il y ait de la lumière de temps en temps et c'est bon quoi. Donc non, je trouve l'idée géniale. C'est pas cher. 89 € Ouais. pour les early bird pour Voilà, soutenir pour ce le projet casque-là, c'est sur franchement pas Indiegogo. cher. Et 119 € pour si vous passez le premier coche. Ouais, le souci, c'est que c'est livré uniquement aux États-Unis et en Allemagne pour, Voilà. pour cette version-là. Octobre 2020 en plus. Voilà, en octobre 2020. Et donc, nous, on l'aura certainement après. Faut voir aussi un truc. Ouais, l'Apple Watch, je suis pas trop sûr. Sur le bracelet. Ouais, sur le bracelet, mais même. Tu l'as. Enfin, là, elle vaut pas trop. Oui, mais c'est ce que je regardais moi aussi, elle est dans la manche, donc ça va pas le faire. Voilà, je suis pas trop certain de ça, mais non, mais là c'est pareil, tu vois, sur un sac à dos derrière, enfin, tu peux imaginer à peu près partout pour recharger Ouais. une powerbank. Ouais. En plus, Après, pas une grosse powerbank, hein, mais juste un petit truc d'appoint, quoi. le matériau est hyper résistant et lavable et tout ça, donc ça peut s'intégrer effectivement partout. Y a pas de Un problème. AirPod, c'est trop petit, je pense. Ah, c'est un peu petit. Après, la batterie est petite, mais il y a tellement peu de surface, je pense que c'est un peu petit. Mais enfin, bref, moi je trouve l'idée top. Hein. Je t'avoue que si le son est correct, je pourrais complètement craquer pour ce truc-là. Ça me fait tellement chier de charger tout le temps mes casques que voilà quoi. Ouais, moi le soir je le pose et je recharge, mais du coup effectivement Mais moi là aussi. tu te poses plus la question, c'est-à-dire que t'as plus le syndrome de la peur de la batterie qui s'épuise. Tu poses plus jamais Donc tu là, poses plus de questions, tu c'est oublies fini. ça. Ouais. Mais ça, ouais, effectivement, dans plein de produits, la moindre horloge, la moindre station et tout, pour la domotique, il y a certains appareils qui pourraient bénéficier de ça. Enfin, voilà, tu vois, des petits capteurs, des petits trucs. Enfin, tu peux imaginer vraiment plein de choses, quoi. Voilà, on verra. Pour l'instant, ça serait une première application industrielle de ce Ouais. nouveau Et il matériau-là. commence à par voir en si plus ça un domaine qui est tient la route. intéressant. Ouais, non, c'est bien, c'est intéressant Franchement. aussi qu'un constructeur comme T'imagines, JBL s'y penche. ouais, t'imagines, tu mets ça en coque de tablette ou même, enfin, je sais pas. Alors là, la coque, elle est dessous. Non, donc mais tu tu sais vois. le, non, mais tu sais le. Ah là, le derrière, cover. là, tu Ouais. vois.
Ici, tu fais tout ça en rechargeable. Là, tu Ouais. peux aussi. C'est vrai. Tu imagines toute cette surface-là. Quand je le ferme, le truc charge, quoi. Sur le toit des Tesla, évidemment, partout. Ouais. Bon, on va finir par une news conséquente, mais je vais la survoler parce que j'ai pas trop eu le temps de la détailler. C'est des chercheurs de l'université de Chicago qui ont découvert que c'est magique en fait. L'ordinateur que vous avez déjà, eh bien, il peut fonctionner de manière quantique. Oh Et oui. non! Alors en fait, Pourquoi j'en ai commandé un à Noël? pas que votre ordinateur, t'as commandé un D-Wave, c'est Bah ça, ouais. le truc énorme. Bien, mais tu peux le renvoyer. Merde, j'avais déjà viré tous les lits dans la chambre des enfants et tout pour T'as l'installer. raison, ça sert à rien. Merde. En plus, t'as des enfants quantiques, toi. Ouais. Une semaine ils sont là, une semaine ils sont pas là. C'est ça. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. C'est comme ça. C'était pas mal. Donc c'est un article qu'ils ont publié dans Science Advance, et c'est pas un magazine de Nintendo, non. Non. Intitulé, alors je vous lis le titre quand même pour vous expliquer la complexité, l'article est extrêmement technique. Donc non. ça parle interférométrie optique à commande électrique avec des spins en carbure de silicium, et oui. Tout à fait. Voilà, donc ce qui se cache derrière ça, c'est que il y a plusieurs mots-clés. Déjà, le carbure de silicium, c'est en gros le matériau qui sert pour produire l'électronique actuelle qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc l'ordinateur, les tablettes, Oui, les c'est smartphones, tout ça, c'est la base de ce sur quoi l'électronique fonctionne. Les spins, c'est les propriétés intrinsèques de différents éléments, de différents, je vais dire, trucs quantiques, là, j'arrive pas, il manque un mot. Les qubits. Non, Truc de- le... Ah, j'ai perdu mon mot. Bon, c'est pas Très grave. bien. C'est une des caractéristiques intrinsèques de ces particules. Ah, et Voilà. particules quantiques. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot-clé. Et après, interférométrie optique, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils interviennent, c'est qu'ils ont réussi en fait à transformer certains éléments de ces appareils électroniques qu'on a dans la vie de tous les jours pour émettre en fait des particules de lumière qui ont des propriétés quantiques, donc des spins qui sont maîtrisables par des plateformes électroniques actuelles. Donc en gros, sans avoir à révolutionner la manière dont on produit l'électronique, on est capable Mettre des paillettes dans la vie de Kevin. de créer Des particules. des particules et surtout de contrôler les contrôler électriquement l'état de ces particules. Donc là, c'est assez révolutionnaire dans le monde de l'informatique quantique parce que jusqu'à présent, il fallait des machines monstrueuses, il fallait des systèmes de refroidissement, il fallait être dans des matériaux un peu particuliers qui étaient refroidis, etc. Titane. Ouais, donc voilà, aller dans les supraconducteurs et tout ça, enfin des trucs assez compliqués. Et l'hydrogène liquide. Et là, on se rend compte qu'on est capable d'aller chercher ça avec de l'électronique faite de grand public. Ils ont même été un peu plus loin puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient même capables de créer l'équivalent d'un procédé de radio FM, donc d'émettre en fait, à partir d'un appareil encore électronique assez classique, d'émettre en fait un signal comme ça, quantique, qui va être transmis par de la lumière à d'autres appareils derrière pour les récupérer. Donc on est vraiment sur un domaine assez intéressant, et en fait c'est un système d'émission qui est très proche de l'infrarouge, et ils arrivent à contrôler ça en fait directement depuis les appareils là-dessus. Voilà. On peut imaginer du coup un transport par fibre aussi de ces particules-là. De cellulose ou pas d'ailleurs. De cellulose ou pas, tout à fait. Donc voilà, je ne rentre pas tout dans le détail. Cherchez Science Advance, vous allez voir ça, c'est assez fou. Il détaille vraiment tout à la fois électronique et optique. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois entre l'électronique et l'optique et le quantique au milieu. C'est ultra technique, mais on rejoint, on est à la croisée de trois mondes qui sont hyper intéressants. Et surtout, l'application permet, je pense, d'ouvrir pas mal de portes pour la future de l'informatique quantique à domicile. Pourquoi pas. Voilà. Et on a fini. Yep, on a terminé l'émission. Pour nous retrouver sur les internets et sur Twitter en particulier, Chris Kamikas, pardon, pour c'est toi. Moi. Cédric Bonnet pour moi. C'est lui. Oui, c'est ça. Pour nous soutenir financièrement, tipeee.com/cdrenegade. Ouais, n'hésitez pas, payez-nous un café, une bière, ce que vous voulez. En plus, vous avez accès à des contreparties, genre accès au Slack, les réunions privées, pour savoir un peu tout ce qui se passe. Et les tout dark ça. Room, c'est ça. Là, c'est ça, le premier lundi du mois. Hein. Donc, le premier mardi du mois, pardon. Mardi ou lundi ? Lundi. Lundi, ouais. J'étais en train de me dire, attends. Donc, le prochain, c'est le 7 janvier ou un truc comme ça ? 6. Lundi 6. Le 6 janvier, prochaine réunion. Donc, si vous êtes tipeur d'ici là, avec le bon palier, vous pouvez y assister. Donc voilà, vous savez un petit peu ce que l'on fait grâce à ça. Et ensuite, sinon, pour un peu savoir tout ce qui se passe et toutes les émissions qu'on présente Studio Renegade,
.fr. Au passage, du coup, on a lancé une nouvelle émission audio qui s'appelle Clat depuis maintenant... ça fait 2 semaines. Il y a 2 épisodes. Ça marche pas mal. On a des beaux téléchargements, des belles courtes téléchargements. Mais qu'est-ce que c'est donc à minima une vingtaine de téléchargements par jour. Donc c'est plutôt bien. Et on a fait un pic à 60, donc vraiment cool. C'est une émission sur l'actu, on commente l'actu, dans la bonne humeur, tout ça, on rigole. Voilà. Et vous pouvez aussi d'ailleurs participer, puisqu'on enregistre ça en audio le dimanche soir à 21h, de 21h à 23h, c'est 2 heures. Et voilà, on revient sur l'actu de la semaine, il y a un petit jeu sur les fake news. Ça parle de sexe aussi, avec une rubrique interdite au moins de 18. Voilà, il y a un petit truc pour briller en société, vous la péter à Noël. On a parlé de l'araignée banane, entre autres, et tout ça, donc je vous laisserai chercher. Ça tease. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'appli Android. Enfin, le résultat de tous ces Hello World que vous avez vus. Exactement. Que Pierre nous a fait, que vous avez pu suivre. Donc, c'est le résultat de la publication de l'app qu'il a construite avec vous, devant vous. Et voilà, avec le petit rappel des beats et tout ça. Donc là, il y a des pages d'émission pour chacune des émissions, et vous avez surtout un système de notification, je crois, pour les... Ouais, des Twitch Prime. Voilà, pour le renouvellement de votre abonnement Twitch Prime. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ah, merci Draxas, tu as vu que j'ai changé ma profil pic. Exactement, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et elle est en cours de validation sur iOS. Ça prend un petit peu de temps en ce moment sur iOS. Et d'ailleurs, le podcast Clat aussi est toujours en cours de validation chez Apple. Plot. Mais c'est en cours. En attendant, vous pouvez vous abonner avec le flux RSS et tout. Voilà. Poppy vous la partagez dans la chatroom. Encore.fm, ANCHOR, encore, comme l'encre en anglais. .fm, /clat, KLAT. Si vous voulez voir, il est dispo sur Spotify, partout, déjà. Sur tous les internets intergalactiques. Ouais, et maintenant il est sur Deezer aussi, j'ai vu, sur Google Podcast. Bref. Aucune bonne raison de ne pas l'écouter. Voilà, c'est ça. À part si vous n'avez pas de temps. Faut l'écouter en dormant, comme ça t'as un message. Le gros avantage, c'est qu'on a droit à 250 mégaoctets de stockage gratos pour uploader son épisode. Par épisode. 250 mégas par épisode. Par épisode. Putain, vous allez en parler pendant des heures. En fait, le dernier épisode qui fait 2h10, je crois, c'est 100 mégas. Donc on pourrait faire 4 heures. Large, on a largement la place. Et d'ailleurs, en parlant d'hébergement de podcast, ça y est, notre serveur est installé. Du coup, Beats devrait pas tarder à revenir, ainsi que Geeking et tout ça. Le comeback du retour de la revanche. C'est ça. Donc là, maintenant, l'OS est installé. Maintenant, Stéphane qui nous prépare un petit peu tout ça. Et puis... Non, Stéphane. C'est Stéphane qui va le faire, ouais. Ah, ok, je sais pas. C'est Stéphane qui va s'en occuper, et ensuite on va réuploader tous les épisodes, et en avant. Super. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, et rendez-vous l'année prochaine. Oh, mais oui. Mais oui. Passez de bonnes fêtes. Allez, bisous. Bisous à vous. Ciao. Ciao.